Bonjour à tous, Déco8 vous emmène aujourd'hui à Nogent-le-Rotrou, capitale du Perche. Frédéric et Olivier mènent une véritable vie de château. En même temps, c'est un peu normal puisque leur maison ressemble à un château. Ils ont un concept, chez eux, tout est à vendre. Du coup, le décor, le mobilier changent régulièrement. Côté sujet, vous êtes peut-être au courant qu'à Versailles, on a restauré le Petit Trianon. Eh bien, figurez-vous que les équipes de Déco8 ont eu accès aux ateliers de restauration. Puis, nous découvrirons le mobilier pour les enfants. Il grandit avec vos petits bouts de chou. Il est évolutif maintenant. Nous terminerons avec nos conseils de pro. C'est Zaza Mercury qui nous apprend à faire de la mosaïque indirecte. Alors, tendez l'oreille, ouvrez grand vos yeux, ou bien l'inverse, et regardez tout de suite Déco8. Bonjour Frédéric. Bonjour Caroline. Vous allez bien? Merci et vous? Oui, très très bien. Alors vous êtes architecte, designer. Oui. Et avec Olivier, votre mari, vous avez complètement craqué pour cette maison située dans le Perche. Oui, on a beaucoup aimé cette maison qui a un aspect ville et campagne. Et donc on s'y est installé il y a 3 ans. Elle date de quand cette maison? Alors les fondations sont 17e et Romagné 19e. Il y a 2 superbes pigeonniers de chaque côté que vous avez restaurés. On les a renettoyés, repeints pour qu'ils reprennent un petit peu plus de couleur. Et là, il y a un petit enclos. Vous comptez y mettre des animaux, je suppose? On va peut-être essayer de mettre des petites poules décoratives. Un très beau jardin avec une belle surface. Oui, le jardin fait 1800 mètres carrés. Et donc on l'a entièrement redessiné et Olivier a tout replanté lui-même. Avec un très beau bassin, très romantique que nous avons là. Ah, les poissons rouges s'y plaisent beaucoup. Oui, hein, ça a l'air. Ah, oui. Et alors de l'autre côté, il y a une entrée avec un énorme pot de fleurs. Alors ce pot est très contemporain et on a voulu justement casser le côté classique de la maison. Un côté très moderne du coup, et c'est une bonne idée. Ouais, ça nous a plu, on a trouvé ça amusant. Il y a eu beaucoup de travaux? Oui. Il y a eu 3 mois de travaux au démarrage. Et puis après, on a soufflé un petit peu. Et après, on a refait toutes les pièces au fur et à mesure. Alors là, on arrive dans la véranda. Oui. Une véranda qui est toute neuve aussi, hein, qui n'était pas à l'origine. Oui, on a tenu à ce qu'elle soit aussi faite en acier pour respecter le style de la maison. Alors les murs sont en quoi? Parce que là, il y a un côté un peu vieilli sur ces murs. Ouais, on a fait une finition chaud, justement, pour que ça soit un petit peu plus vivant qu'une peinture. Une peinture très claire, du coup, ça éclaircit un peu cette pièce. Oui, tout à fait. Le sol est étonnant, en relief. Oui, c'est un pavé ciment qu'on a voulu conserver et qui donne un effet perspective par les 3 couleurs. Qui était à l'origine. Oui, tout à fait. Et alors là, il y a une table qui est en fait là, une de vos créations. Exactement. Donc, chêne massif avec un pied en acier dont les soudures sont restées apparentes. Un mélange de contemporain et de classique un peu. Oui, c'est surtout du savoir-faire pour respecter et puis les matériaux et reconnaître les artisans. Alors, il y a beaucoup d'éléments de décoration. Vous aimez beaucoup les sculptures, les vases? On aime bien animer finalement les surfaces parce que bon, pour
donner un rapport entre l'extérieur et l'intérieur, ça ponctue et redonne un petit peu de coloration. Il y a également 2 salons, de superbes chambres et salles de bain. On les visitera tout à l'heure. Oui, avec plaisir. Mais tout de suite, on part à Versailles. Figurez-vous que les équipes de Déco8 ont réussi à se faufiler là où personne n'a accès, dans les ateliers de restauration. Symbole de l'absolutisme et de l'art classique, le château de Versailles accueille chaque année 5 millions de visiteurs. Dans l'ombre des centaines d'œuvres d'art, des dizaines de personnes travaillent à la restauration du Grand Versailles. Et c'est dans les ateliers de restauration que Bertrand Rondeau nous a donné rendez-vous. C'est un grand projet qui touche principalement l'architecture du château et la restauration de l'ensemble des espaces du château, notamment des façades, des toitures, et donc grands aménagements intérieurs. Et bien sûr, dans ce cadre-là, il y a aussi la restauration des collections de mobilier, d'objets d'art. Une équipe de 15 restaurateurs travaille quotidiennement sur le domaine de Versailles. Des savoir-faire uniques, transmis au fil des siècles, permettent de restaurer les trésors nationaux qui arrivent dans les ateliers avant d'être présentés au public. Mais comment reconnaître ces œuvres qui ont appartenu au château il y a 200 ans ? Nous avons des inventaires, les inventaires du château, les procès-verbaux des ventes révolutionnaires. En général, les meubles étaient marqués lorsqu'ils étaient livrés aux garde-meubles. Ils faisaient l'objet d'une commande, d'une livraison, et à ce moment-là, ils étaient marqués. Donc il y a en général des numéros qui sont portés au revers des meubles ou sous les sièges. Le moment de la restauration est toujours le moment le plus privilégié où on peut étudier les meubles avec l'aide et le regard des restaurateurs et toutes ces compétences que l'on peut croiser. Et c'est parfois l'occasion de surprises, de bonnes surprises ou de mauvaises surprises. On peut voir l'état des restaurations anciennes et qui sont parfois importantes, ou au contraire, on découvre parfois des meubles qui finalement ont été très très peu touchés, malgré leurs 200 ou 250 ans d'existence. Deviner aussi un peu comment a procédé l'ébéniste ou le menuisier au XVIIIe siècle, donc c'est se remettre aussi dans la peau du créateur et de comprendre les problèmes auxquels il a été confronté, parce que ce sont souvent des meubles très ambitieux pour lesquels il a fallu trouver des solutions spécifiques pour répondre à une commande royale, à des critères très précis donnés par le garde-meuble royal. En restauration, on n'a jamais une solution de départ, parce qu'il y a des solutions plus ou moins interventionnistes qui ont leurs avantages et leurs inconvénients, donc il faut choisir la solution qui soit la plus adaptée au problème, qui permette d'obtenir le résultat esthétique le plus satisfaisant, mais en même temps qui soit la moins traumatisante pour le meuble et qu'on ne refasse pas. On essaye de refaire le moins possible de pièces dans un meuble et de conserver au maximum tout ce qui est authentique et tout ce qui est d'origine, bien sûr. Il ne s'agit pas de rendre le meuble neuf comme au premier jour. Il a plus de 200 ans, donc c'est normal qu'il y ait un certain passage du temps, une certaine patine. Là, on va dans les réserves de l'atelier d'ébénisterie. Donc ça, c'est nos réserves qui sont propres à notre atelier. Là où on stocke les pièces qui ont été traitées ou qui vont être traitées à l'atelier. Donc vous avez différentes choses, comme par exemple ici les bronzes de la Saunier, que vous avez vu en bas, donc là qui ont été déposés pour pouvoir intervenir sur la structure et qui sont stockés là en attendant d'être nettoyés puis après d'être mis en place. Donc on a établi leur sens, leur emplacement avec précision pour pouvoir après les remettre à l'identique. Donc voilà, donc vous avez aussi tout ce qui est un peu finalement n'est pas traité dans l'immédiat qui va être traité à plus tard, donc comme le tiroir, le fond. Vu que les restaurations se font étape par étape, on ne peut pas, vu l'ampleur de la console, commencer une partie et prendre une autre ou quoi. Donc là, vous avez déjà la structure qui est traitée en bas, le tiroir donc, qui attend, et puis le fond qui se fera ensuite. Donc comme vous pouvez voir, la déformation, normalement, elle devrait être plat. Et là, on va avoir vraiment tout ce côté un petit peu vague. Le plaquage aussi qui se décolle, qui est déformé. Les bronzes sont encore en place, parce que c'est vraiment dans le but d'une opération ultérieure. Donc, et puis le fameux problème de déformation des bois. Comme vous pouvez voir, il y a pas mal de travail dessus pour lui donner une forme à peu près plate.
Nous voici maintenant, Frédéric, dans la cuisine. Une cuisine qui reprend la structure de la véranda. Oui, tout à fait. En fin de compte, on a joué sur la verticalité pour reprendre le rythme des verres. Et on a mis un côté lumineux dans les placards pour que la nuit, on ait un aspect véranda qui se reproduit dans la cuisine. Avec les matières aussi, on retrouve ces matières qu'on avait dans la véranda. Oui, alors là, au niveau des meubles, on a pris des matériaux chauds et froids. Et on a assorti les carrelages dans les tons de gris pour faire une continuité avec la véranda, les murs et le salon. Et le salon. Voilà. Il y a une échelle. Alors l'échelle permet d'aller en haut des placards, parce que comme je ne suis pas très grande, c'est très pratique. Puis il y a aussi un côté du coup un peu bibliothèque. Exactement, oui. Là on arrive dans le salon, c'est le premier salon. Donc on retrouve les tons gris qu'on avait dans la cuisine. Tout à fait. Et là vous avez mis du papier peint. Oui, papier peint avec les lignes horizontales pour donner encore plus un côté longiligne. Le parquet, il est d'origine. C'est un parquet ancien que l'on a tenu à garder ciré. C'était difficile pour restaurer ce parquet? Oh non, non, pas du tout. Hein. Simplement un petit peu d'huile de coude, hein, parce qu'il était dans un mauvais état. Les cheminées, superbes, elles fonctionnent? Alors, toutes les cheminées fonctionnent, et même, on va le voir dans l'autre salon, puisqu'on a un feu qui est allumé. Et là, on a voulu mixer donc l'ancien et le contemporain par le mobilier qui est présent dans ces deux pièces. Alors, un mobilier qui est souvent signé par de grands designers. On retrouve des fauteuils très connus. Hein. Bah oui, là, on a un siège Misandero. On a un banc qui a été dessiné par Christophe Pilet, qui nous sert de table basse. Et puis, le canapé qui est format un peu méridienne, qui est de Designer Guild. Et vous osez les points de couleur un peu partout, dans chaque pièce. Oui, oui, oui. Et ici, dans cette pièce, on a du turquoise qui reprend un peu la couleur des tableaux. Oui, tout à fait, ça fait une unité. Et de l'autre côté, on a joué pour l'instant le bronze et le rouge. Oui, il faut oser, hein, des points de couleur comme ça. Toujours, les couleurs donnent une ponctuation toujours intéressante. Ben merci. Tout à l'heure, nous allons voir les chambres et la salle de bain qui est étonnante et superbe. On n'en dit pas plus. On laisse les téléspectateurs découvrir tout à l'heure la suite de cet hôtel particulier. En attendant, on part tout de suite découvrir le mobilier d'enfant. Vous allez voir, maintenant, le mobilier est évolutif et grandit avec votre enfant. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que les enfants grandissent trop vite. Et leurs univers ne dérogent pas à la règle. Grandir, ça veut dire changer et évoluer. Le mobilier et la déco pour enfants se mettent donc à la page en proposant un lit évolutif qui suit l'enfant de ses premiers jours jusqu'à l'adolescence. Il commence en position basse. Après, quand l'enfant grandit à partir de 6 ans, parce que norme de sécurité oblige, on le passe en mi-hauteur. Donc mi-hauteur, l'enfant découvre un autre univers puisque y a la cabane dans la cabane. Après, il devient plus grand. À partir de 8-9 ans, on passe en lit surélevé. Donc on est à 1,22 m sous-sommier. Donc on redécouvre son lit. On aménage différemment. On va faire une bibliothèque en dessous. On va mettre un coin lecture, des coussins. On aménage différemment l'espace puisque de toute façon, à chaque âge, des désirs différents. Après, il y a un âge où, passé 10, 11 ans, ça y est, c'est terminé, 12 ans maximum, on n'a plus envie de la cabane, ça y est, on est devenu très grand, donc ça y est, c'est terminé. Donc on retire le toit, les volets, tout ce qui fait enfant. Donc on a une mezzanine qui ressemble ni plus ni moins à une autre mezzanine. Après, il y a un âge également maintenant où ils n'ont plus envie d'être en hauteur, et ça c'est de plus en plus tôt. Ce lit redescend, c'est-à-dire qu'on retire de nouveau tous les éléments hauts et on le remet en position basse. Mais la priorité des petits, ça reste le jeu, la découverte et l'amusement. Et les jouets en bois font leur retour. Mais qui dit jeu, dit aussi rangement. Et là encore, c'est toute une histoire de déco. Ce qu'on va privilégier, au départ, c'est le rangement, malgré tout, mais
Encore une fois, à chaque âge a ses besoins différents. Au début, on va avoir envie d'un coffre, besoin d'un coffre, parce que les petits, c'est la farfouille, c'est je passe peu de temps sur quelque chose, la concentration, elle est très courte. Donc, je prends, je jette, je reprends, je joue à autre chose. Donc, c'est vraiment, c'est très limité. Donc, coffre à jouets, des choses accessibles, très, très faciles. Après, les jouets arrivent en quantité, donc il y a besoin de ranger mieux. Pour apprendre aux enfants à bien ranger, il faut qu'il y ait effectivement dans la chambre ou des bibliothèques ou des rangements adaptés. Vous l'aurez compris, la déco, ça existe pour tous les âges. Mais au final, qui se fait plaisir là-dedans ? C'est les parents qui sont presque plus demandeurs que les enfants parce qu'ils rêvent, ils ont envie de se faire plaisir. Vous êtes sûr que c'est le bon chemin? Appelez aussi le 118 218 pour les horaires d'avion. 60% de votre corps est fait d'eau. Une eau qui se renouvelle en permanence avec l'eau que vous buvez. Choisir son eau est essentiel. Pure et équilibrée en minéraux, Evian, déclarée source de jeunesse par votre corps. Pour bien commencer l'année, choisissez la pureté d'Evian pour renouveler l'eau de votre corps. Le début de l'année, c'est souvent l'occasion de faire de nouveaux projets. C'est pourquoi Sofinco vous accompagne avec son prêt bonus en vous offrant jusqu'à 100 €. Sofinco, la vie a parfois besoin d'un crédit. Pas mal, hein, pour le prix. Cuisinella. Des cuisines qui donnent envie. Nous allons maintenant évoquer, Frédéric, l'étage. Alors, dès qu'on arrive en haut de cet escalier, on arrive dans un cabinet de curiosités. Oui, alors là, on a exposé plein de tableaux orientalistes qui nous amènent après aux dégagements qui vont vers les chambres. C'est Olivier qui a regroupé tous ces objets, tous ces tableaux. C'est sous toute sa petite collection personnelle. On arrive dans un couloir. Ce n'était pas un couloir à l'origine. Non, parce qu'en fait, toutes les pièces étaient comme en bas traversantes, en enfilade. Et donc, comme c'était plus privé, donc pour créer une intimité, il a été créé un dégagement tout le long des chambres pour accéder aux pièces de l'aile. Et là, vous avez osé les couleurs flashy. Oui, on a contrasté entre des tons gorge de pigeon, du vert anis, et donc tout ça se mélange joyeusement. Un mélange aussi de peinture et de papier peint. Hein. Oui, certains murs deviennent comme des tableaux, dû aux encadrements, aux moulures qui existaient. On arrive aux chambres. Alors nous avons une chambre noire et blanche parce que le thème nous a été donné par la cheminée qui était noire. Donc là, on a joué carrément noir et blanc avec des fleurs, des rayures, du cuir, enfin des mélanges de matières. Et donc l'autre chambre est plus douce et dans les tons taupes. Et là, on allie aussi le contemporain et l'ancien. Dans la chambre noir et blanc, il y a une superbe tête de lit. Oui, alors ça fait partie de la collection Bruchik. Et là, la tête de lit est en acier avec un gainage de tissu. Le dressing, étonnant, parce que vous avez joué un peu sur les volumes et vous l'avez pensé, réfléchi, ce dressing. Oui, on voulait que ce soit une pièce. Et finalement, comme le dressing se retrouve entre la chambre et la salle de bain, on voulait absolument ne pas avoir des placards le long du mur et on a pensé à en faire carrément comme un boudoir avec une sculpture qui est un meuble qui permet de cacher les vêtements qui sont pliés.
Alors là, on arrive ensuite à la salle de bain avec une baignoire qui est centrale. Alors là, on a joué le côté très simple, c'est-à-dire avec les robinetteries qui sont ou murales ou qui sortent du sol. Et on a joué le minimalisme avec simplement un mur qui sépare la douche du coin baignoire et un plan vasque très pur en chêne. La baignoire, elle est en quoi? Alors la baignoire est en corian. Oui, c'est une nouvelle matière qui devient de plus en plus à la mode et très tendance parce que très pratique. Et du coup, elle n'a pas ce côté brillant. Oui. Comme on voulait le côté pièce à vivre doux, donc avec le béton, je trouvais que le corian répondait mieux que de l'acrylique. Et il y a un lustre dans cette salle de bain? Oui, c'est un lustre de Ingo Maurer et c'est un lustre où on accroche des messages d'amour avec des petites pinces. Donc plein d'idées déco à retenir chez vous. Une magnifique maison. Je l'espère. Merci beaucoup Frédéric de votre accueil. Eh bien, c'était avec plaisir de vous recevoir. Et tout de suite, on va regarder nos conseils de pro. Et aujourd'hui, on retrouve Zaza Mercury qui va nous apprendre à faire de la mosaïque indirecte. Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui une des méthodes existantes pour réaliser de la mosaïque. Il s'agit de la méthode indirecte. C'est une méthode traditionnelle qui existe depuis la nuit des temps et qui permet d'obtenir des supports très lisses. Ça permet aussi de travailler sur un plan horizontal, assis, peinard, dans son atelier. Vous me suivez ? La première chose à faire est d'imaginer un motif. Ce motif, on va devoir le transposer sur un morceau de papier craft. Donc voilà, j'ai transposé mon espèce de poisson volant africain. Donc cette mosaïque, on va la réaliser avec ce qu'on appelle des tesselles. Il s'agit d'agencer entre eux des petits morceaux de carrelage qu'on va devoir prédécouper avec des pinces à carrelage et on va agencer ça dans un premier temps sur notre gabarit en papier craft. La tesselle, on la pose toujours du côté lisse. En fait, l'envers de la tesselle, c'est la partie striée qui sera collée sur notre support définitif. On va laisser sécher notre figurine pendant au moins 24 heures. On va préparer notre joint de carrelage. Je vais utiliser du colorant violet. On a laissé sécher notre joint pendant 2h30 environ et notre support est à présent prêt pour être collé sur le support définitif avec de la colle à carrelage. Et à nouveau, c'est la même chanson, 24 heures d'attente. Voilà, notre ciment colle a enfin séché. On va humidifier notre papier craft avec un peu d'eau tiède. Alors, on va lustrer notre support avec ce qu'on appelle de la filasse et rien de tel pour faire briller la mosaïque. Je peux vous montrer un essai justement qui a été fait avec un ciment violet qui vient donc enchâsser complètement notre poisson. Vous me suivez ? Voilà, j'espère que cette réalisation vous a plu, puis que ça vous a donné envie de faire plein de belles choses chez vous. À bientôt!
qu'est-ce qu'on va vous présenter comme objet aujourd'hui? On démarre avec des photos stickers. Les stickers, c'est très tendance. Et bien maintenant, vous pouvez imprimer les photos de vos vacances ou de vos amis sur les murs de votre maison. Ça se colle partout. Alors,